Bonjour à tous et bienvenue au cours de thermique, acoustique et mécanique des fluides, ou bien la matière UTC 105. Je vais commencer par présenter le syllabus de la matière assez brièvement. Donc, c'est une matière qui comprend thermique, acoustique et mécanique des fluides, donc trois grandes disciplines dans le domaine de l'engineering. Donc, c'est un cours qui va présenter les notions fondamentales de ces trois disciplines en vue de leur application dans le secteur du bâtiment. Donc, malheureusement, nous n'avons que 30 heures pour développer ces trois disciplines et donc nous ne pourrons pas aller en profondeur de la matière, mais nous présenterons beaucoup d'applications qui sont dans le secteur du bâtiment. Donc, comme c'est un cours de 30 heures, nous aurons 15 heures de cours et 15 heures de TD. Le contenu du cours va être réparti sur 3 chapitres. Un premier chapitre sur la mécanique des fluides, un second sur la thermique et un troisième sur l'acoustique. Donc, dans la mécanique des fluides, nous allons faire une introduction à la discipline. On va présenter des notions de base fondamentales. On va parler de propriétés de fluides, de viscosité, de densité, de poids volumique, etc. Puis, nous aurons une partie qui va porter sur la pression et la statique des fluides. On va parler de champ de pression dans un fluide statique, de manométrie, de barométrie. On va faire des applications et des calculs sur les forces hydrostatiques appliquées sur des surfaces immergées. On va aussi aborder la poussée d'Archimède et nous ferons pas mal d'applications. Nous aurons aussi une partie qui va porter sur la dynamique des fluides, qui va présenter la seconde loi de Newton appliquée aux fluides. On va aussi parler de l'équation de Bernoulli, de la pression statique, de la pression dynamique, etc. Nous avons ensuite un second chapitre qui va porter sur la thermique. On va présenter les principaux modes de transfert de chaleur, le rayonnement, la convection, la conduction. On va étudier les champs de température dans les murs simples et composites. Et on va aussi parler de l'isolation des parois. Puis nous terminerons avec un troisième chapitre qui porte sur l'acoustique. Donc dans l'acoustique, nous verrons comment est-ce qu'on caractérise un son pur. On fera le point sur les différentes caractéristiques du son pur, la pression, la fréquence, le niveau de pression, etc. On parlera aussi de la composition d'un son avec la somme des niveaux sonores et le niveau global de pression. Nous parlerons aussi de réverbération, qui est un point important quand on fait du design d'espace clos, et nous ferons certaines applications. Dans le syllabus, vous avez aussi la liste des ouvrages dont on s'est servi pour faire ce cours. Donc, ils sont en principe disponibles en ligne et gratuitement. Je vais passer maintenant à la présentation du cours d'aujourd'hui. Donc, nous allons démarrer notre cours avec la mécanique des fluides. Nous faisons une introduction à la mécanique des fluides. C'est une discipline qui est appliquée dans vraiment de très nombreux domaines. C'est une science qui étudie le comportement des fluides au repos, mais aussi des fluides en mouvement. Dans la mécanique des fluides, on s'intéresse bien sûr au comportement des fluides, mais aussi on s'intéresse à l'interaction de ces fluides avec les solides avec lesquels ils sont en contact. Plusieurs branches de la mécanique des fluides Voici quelques branches importantes de la mécanique des fluides. Nous avons l'hydrodynamique, qui étudie le mouvement des fluides qui sont considérés incompressibles, tels que les liquides. On va en reparler dans notre cours, en particulier l'eau et aussi les gaz à faible vitesse. On a aussi une autre branche de la mécanique des fluides, qui est l'hydraulique, qui étudie l'écoulement des fluides dans les tuyaux et les canaux qui peuvent être fermés ou ouverts. Nous avons une autre branche qui est assez importante, c'est l'aérodynamique, qui est la science qui étudie l'écoulement des gaz, en particulier les écoulements d'air, qui sont en contact avec des solides,
comme les avions, les fusées, les automobiles. Donc, c'est une science qui permet de faire la modélisation de tels systèmes. Et donc, en général, on essaye toujours d'optimiser le frottement qu'il peut y avoir entre ces systèmes et les écoulements d'air dans lesquels ils se déplacent. Nous avons encore une dernière branche qui est très importante, qui est la météorologie, qui aussi englobe l'océanographie et l'hydrologie, qui sont des sciences qui étudient les écoulements naturels. Donc, je passe à présent au cours de ce chapitre. Donc, avant tout, il est important de faire la différence entre fluide parfait et fluide réel. Donc, pour comprendre cette différence, on va d'abord bien définir ce qu'est une contrainte. Une contrainte, c'est une force par unité de surface. Donc, c'est le rapport entre une force appliquée sur la surface d'application de cette force. Nous avons, comme ici sur le schéma, notre force qui agit sur la surface qu'on va prendre élémentaire, dA. Cette force a deux composantes. Une composante normale, donc qui est parallèle à la normale à la surface. Okay, donc c'est la composante normale de la force qui agit sur une surface par unité de surface. Cette contrainte normale, on la symbolise par sigma. Elle est égale à Fn sur dA. Et nous avons la contrainte de cisaillement, qui est le rapport entre la force tangentielle, bien la composante tangentielle de la force, qui agit sur la surface dA. Et donc, cette contrainte de cisaillement, c'est le rapport entre Ft et dA. En mécanique des fluides, on va dire qu'un fluide, il est parfait s'il est possible de décrire son mouvement sans prendre en compte les effets de frottement Ft. Donc, Ft est égal à 0. Okay? Et ce qui n'est pas le cas des fluides réels. Donc, dans les fluides réels, on va tenir compte de cette force de frottement et ça va changer, bien sûr, par rapport au fluide parfait. Avant tout, faisons le point sur les différentes grandeurs de base qui vont décrire nos phénomènes physiques. Donc, nous avons la longueur qui est symbolisée par un L et qui est exprimée en mètres. Nous avons le temps qui va être symbolisé par une lettre T qui est exprimée en secondes. La masse, elle, va être symbolisée par un M et exprimée en grammes. Et la force, F, en newton. Donc, ces unités-là, ce sont les unités du système international. Bien sûr, il existe d'autres systèmes, tels que le système anglo-saxon, mais dans ce cours, nous allons employer principalement ce système-là. Donc, tous les paramètres physiques que nous allons étudier pourront être exprimés sous forme d'une combinaison de ces unités, qu'on va appeler système MLT ou FLT. Okay, donc, on va utiliser soit les grandeurs MLT pour décrire un phénomène ou les grandeurs FLT. Par exemple, si je veux décrire la vitesse, okay, donc nous savons que la vitesse est le rapport entre la distance et le temps. Donc, ce sera homogène à un L sur T, c'est-à-dire des mètres par seconde. Okay, effectivement, la vitesse s'exprime en mètres par seconde. Pour une contrainte normale, nous aurons par exemple la force sur la surface, donc ce sera homogène à un F sur L2. Okay, donc ce qui veut dire des newtons par mètre carré. Donc il faut bien distinguer entre cet égal-là et cet égal avec un point au-dessus. Donc ceci pour dire équivalent à telle unité ou homogène à telle grandeur ou telle unité. Donc l'homogénéité dimensionnelle va exiger de ne jamais additionner, soustraire ou égaliser des quantités qui n'ont pas les mêmes dimensions physiques. Par exemple, je ne pourrais pas faire 6 mètres plus 2 secondes, mais je pourrais faire 6 mètres divisé par 2 secondes, ce qui est égal à 3 mètres par seconde, qui est une vitesse. À titre d'exemple, nous pouvons essayer de déterminer la dimension de ces grandeurs-là. La masse volumique, la densité, le poids volumique
la pression, le volume spécifique. Commençons avec la masse volumique. Donc, la masse volumique d'un fluide, ce sera sa masse par unité de volume, qu'on va symboliser par la lettre ρ, qui sera homogène à un m sur L3, une masse sur un volume. Donc, il s'exprime en kilogrammes par mètre cube. Le poids volumique d'un fluide sera défini comme son poids par unité de volume. On va le symboliser par la lettre gamma. Il sera homogène à un ml sur T2 sur L3. OK? Donc, c'est un poids sur un volume. Et le poids, c'est une masse par une accélération. Donc, le poids, ce sera une masse fois un L sur T2. Et je divise ce poids par un volume, donc sur L3. Et ce sera exprimé en newtons par mètre cube. La densité, elle, est le rapport de la masse volumique du fluide sur la masse volumique de l'eau, à 4 degrés pour être précis. Et on va la symboliser par un SG. SG, ça vient de l'anglais, c'est Specific Gravity. Donc ce sera le ρ de la substance, ou bien du fluide, sur le ρ de l'eau, qui est homogène à, en fait, un M0, L0, T0, c'est-à-dire qu'il est adimensionnel. OK, donc homogène à 1 ou homogène à aucune dimension. Ou bien la dimension 1, homogène à la dimension 1. La pression d'un fluide aussi, donc la pression d'un fluide au repos, par exemple, et le rapport de sa force normale exercée par unité de surface plane. Donc la force normale, ce sera ml sur T2, donc une masse fois une accélération, sur une surface, donc sur L2, et ça va nous donner des newtons par mètre carré ou des pascals. Le volume du fluide, c'est très simple, c'est symbolisé par la lettre V et ce sera homogène à L3, exprimé en mètres cubes. Le volume spécifique, lui, ça va être le volume par unité de masse. Donc en fait, ce sera ce V-là divisé par la masse, ce qui revient à faire l'inverse de la masse volumique, qui est homogène à un L3 sur M, c'est-à-dire des mètres cubes par kilogramme. Nous avons aussi une autre grandeur qu'on va souvent rencontrer en mécanique des fluides, c'est la viscosité. Donc, on a deux types de viscosité. On a la viscosité dynamique et la viscosité cinématique. La viscosité dynamique sera représentée par la lettre mu. Elle sera homogène à un M sur LT. Et la viscosité cinématique, elle sera représentée par la lettre nu et sera égale donc à mu, la viscosité dynamique, divisée par ρ. Et elle sera homogène à un L2 sur T. Nous verrons plus en détail la définition de cette viscosité dans quelques slides plus loin. La tension de surface, aussi, c'est une grandeur qu'on rencontre en mécanique des fluides. Elle est symbolisée par sigma et elle est exprimée par des m par T2. Ou bien par des newtons par unité de longueur. Faisons un premier exemple. On souhaite déterminer le poids volumique de l'essence, sachant que sa densité D égale à 0,7. On donne l'accélération de la pesanteur, G égale 9,81 mètres par seconde carré, et la masse volumique de l'eau, ρ égale 1000 kg par mètre cube. Donc, pour faire cela, pour chercher le poids volumique de l'essence, ce sera un gamma qui est égal à ρ fois G. ρ de l'essence est égal à sa densité fois ρ de l'eau fois G. Et ça va me donner donc 0,7 fois 1000 fois 9,81, c'est-à-dire 6867 newtons par mètre cube. À présent, on souhaite calculer le poids P0 d'un volume de 3 litres d'huile d'olive. Cette huile d'olive a une densité D égale 0,918.
Donc, pour calculer son poids, je vais faire M fois G. Et la masse de l'huile, c'est ρ fois V. Et ρ de l'huile, c'est sa densité fois ρ de l'eau, fois donc, le volume d'huile, fois G. Donc, c'est 0,918 fois 1000, fois 3 fois 10 moins 3, donc on convertit en mètres cubes, fois 9,81, soit 27 newtons. Un autre exemple, on a du fuel qui a une température de 20 degrés et qui a une viscosité dynamique mu égale 0,095 pascal seconde. On veut calculer sa viscosité cinématique nu en Stokes, sachant que sa densité est D égale 0,95. On nous donne la masse volumique de l'eau, ρ égale 1000 kg par mètre cube. Ok, donc nu, la viscosité cinématique, comme on l'a dit, ça va être le rapport de mu sur ρ. Et mu est égal à 0,095 et ρ de l'huile, ce sera, pardon, le ρ du fuel, ce sera 0,95 fois la masse volumique de l'eau, c'est-à-dire 1000. Et on obtient 1 fois 10 moins 4 mètres carrés par seconde. Et en fait, un stock, c'est égal à 1 par 10 moins 4 mètres carrés par seconde. Donc, c'est égal à un stock. Ok, donc à présent, nous allons passer à la viscosité. Donc, avant d'expliquer ce qu'est la viscosité, je veux vous expliquer c'est quoi la condition de non-glissement, qui est connue sous no slip condition en anglais. Donc, qu'est-ce qu'elle dit, cette condition de non-glissement? Elle dit qu'à l'interface entre un solide et un fluide, la vitesse du fluide est égale à la vitesse du solide. Donc, on prend ceci par convention. C'est-à-dire que si mon solide il est immobile, qu'il est fixe, j'imagine par exemple un écoulement d'un fluide sur une surface plane solide. Si cette surface solide est fixe, eh bien, le fluide qui sera en contact direct avec cette surface sera aussi immobile. Et donc, sa vitesse sera égale à 0. Et si le solide est en déplacement, eh bien, le fluide qui est juste au-dessus, qui est tout de suite en contact avec ce solide, aura la même vitesse que ce solide en déplacement. Et pareil pour l'interface entre deux fluides. Si j'ai deux fluides qui sont, par exemple, qui sont hétérogènes, bien sûr, et qui sont en contact, par exemple une couche d'huile et une couche d'eau, eh bien, à l'interface entre les deux, j'aurai aussi la même vitesse des fluides. Et en fait, cette condition de non-glissement que l'on pose par convention, elle va avoir une conséquence qui est non négligeable, c'est qu'en fait, on va avoir dans le fluide en déplacement le développement de ce qu'on appelle un profil de vitesse. Donc, la couche qui est en contact avec la surface solide ou avec le fluide va être immobile et elle va ralentir les couches de fluide qui sont juste au-dessus et qui sont superposées. Et donc, en fait, dans le fluide en mouvement, je vais observer au voisinage de mon solide ce qu'on appelle une couche limite. Donc, c'est la région de l'écoulement où je vais avoir des effets de viscosité qui sont significatifs. Okay? Donc, c'est en fait les effets qui vont ralentir l'écoulement de fluide. Et donc, ça va aussi ralentir le profil de vitesse. Si je considère une couche de fluide qui est entre deux plaques parallèles qui sont assez larges et qui sont séparées d'une distance L. D'après la condition de non-glissement, je vais pouvoir écrire qu'au contact de la surface solide, je vais avoir U de 0 égale 0, sachant que U, c'est la vitesse. Et j'aurai U de L égale à V, sachant que la plaque qui est au-dessus se déplace à une vitesse V et qu'elle est tirée avec une force F. Donc, cette condition du non-glissement que nous venons de voir avant, elle va me permettre d'écrire que U de 0 égale à 0 et U à L qui est la distance
la distance à partir de mon origine ici, de cette plaque-là. Donc, U à L sera égal à la vitesse V avec laquelle se déplace la plaque supérieure. Donc ici, je vais voir dans le fluide un profil de vitesse qui va se tracer, ou bien qui va se former. Donc, ce profil de vitesse, il va avoir cette allure-là. Je vais pouvoir écrire, donc à ce point-là, je vais voir U égale 0, et à ce point-là, j'ai U égale une constante V. Et donc ici, je vais avoir un profil qui est, on va supposer, linéaire. Et donc ce profil-là, il a une certaine pente qui est égale à V sur L. V qui est donc la vitesse ici, et L qui est l'épaisseur de la couche de liquide. Et je vais pouvoir écrire que U de Y égale à VY sur L, Y étant n'importe quelle position à l'intérieur de cette couche de liquide. Et donc le gradient de vitesse, ça va être un vecteur dont les composantes sont égales aux dérivées de la vitesse par rapport aux différentes coordonnées que nous avons dans notre système. Donc ici, nous avons deux coordonnées, x et y. Donc le gradient de vitesse, ça va être le vecteur dont les composantes sont du sur dx et du sur dy. Mais comme ici, selon x, je ne vais pas avoir un changement de la vitesse, le changement se fera surtout selon y. Donc, je passe de u égale 0 à u égale v dans le sens de y. Donc, j'ai un gradient de vitesse qui est non nul et qui est égal donc à la dérivée de cette vitesse par rapport à y. Et cette dérivée n'est autre que v sur L si je considère que ma vitesse, elle est linéaire. Et donc, elle est égale à la pente de cette droite-là, qui est v sur L. Ok, donc par expérience, on observe que lorsque la plaque supérieure va subir une force F, elle va se déplacer donc à la vitesse V et on va constater que F est proportionnelle à la surface de la plaque, qu'elle est proportionnelle à la vitesse et qu'elle est inversement proportionnelle à la distance qu'il y a entre les plaques. Donc, je vais écrire F proportionnel à A fois V sur L, donc proportionnel à la surface des plaques, proportionnel à la vitesse et inversement proportionnel à la distance entre les plaques L. Si je fais passer le A de ce côté, je peux aussi écrire que F sur A est proportionnel à V sur L. Et donc F sur A est la contrainte tangentielle, sachant que F est parallèle à la surface d'application. Donc, on peut écrire que F sur A est égal à tau, et tau est égal donc à mu fois V sur L, où je définis mu comme étant un facteur de proportionnalité. Et on va se rendre compte que ce facteur de proportionnalité, c'est la viscosité du fluide qui est entre les plaques. Donc, la viscosité, elle va me donner une idée sur la facilité avec laquelle le fluide va se déplacer. Et il va me donner donc plus je vais avoir une viscosité importante, plus l'effet de frottement que je vais avoir entre les couches de fluide va être important et donc va ralentir la vitesse du fluide. Les fluides dont la contrainte de cisaillement va varier linéairement avec le gradient de vitesse sont appelés des fluides newtoniens. Ici, on a représenté sur ce graphe donc la variation de la contrainte de cisaillement avec le gradient de vitesse pour trois différents fluides qui sont l'huile, l'eau et l'air. Donc, cette relation qu'il y a entre le taux et le du sur dy, le gradient de vitesse, elle est proportionnelle. Et donc, c'est le cas parce que l'huile, l'eau et l'air sont newtoniens. Et donc, la pente que je vais avoir ici, ce sera la viscosité du fluide. Mu égale tau sur du sur dy est égal à A sur B. Donc, ce ne sera pas le cas des fluides non newtoniens, par exemple comme le lait, comme le dentifrice ou encore le sang. On n'aura pas ce genre de relation entre taux et du sur dy. On aura plutôt des courbes qui ne sont pas linéaires. Alors, j'avais une question pour vous.
Pour une même valeur du gradient de vitesse, quel liquide va nécessiter le plus d'efforts pour avancer lorsque la plaque est poussée? Ok, donc si je pousse ma plaque avec une force F, donc le fluide va subir une contrainte τ. Donc, lequel de ces trois fluides va nécessiter le plus d'efforts pour avancer? Si je trace une droite verticale dans ce graphe, si je prends un gradient de vitesse constant, donc qui est cette droite verticale, et que je vois quelle va être la contrainte correspondante pour chacune, eh bien, je vais remarquer que pour l'huile, la contrainte de cisaillement est beaucoup plus importante que pour l'eau et beaucoup plus importante que l'air. Donc, la force que je vais avoir besoin d'appliquer dans le cas de l'huile sera beaucoup plus importante que pour l'eau et que pour l'air, car sa viscosité est plus importante que celle de l'eau et celle de l'air. Voilà, donc je vais m'arrêter ici pour cette première séance et nous poursuivrons dans la séance prochaine avec la cinématique des fluides.